deuxième sujet que nous allons passer au cours de cette trentaine de minutes, ça concerne ce nouvel acteur des restructurations, le comité social et économique. Donc en gros, fini les personnels, les DP, le CHSCT, 31 décembre 2019. Tout le monde est au carré et ces IRP seront donc unifiés dans un organe unique qui sera ce fameux CSE. On va passer en revue avec nos différents intervenants quel est son rôle, comment il va être mis en œuvre et puis de manière plus opérationnelle et stratégique, comment les entreprises vont pouvoir se saisir de ce qui semble être une nouvelle opportunité. Philippe, pour ouvrir cette table ronde, il vous appartient de poser un peu le cadre et de nous remettre en perspective les objectifs auxquels répond ce CSE, puis finalement nous dire est-ce que c'est vraiment nouveau. Oui, alors, en effet, c'est... Bien près peut-être près du menton. Prenez bien. Oui, très bien. Bon, en effet, ce CSE est à la fois une révolution parce que, comme l'a dit tout à l'heure Pierre-André Humbert, c'est quelque chose de totalement nouveau. C'est-à-dire que d'un côté, on supprime dans les années qui vont venir rapidement plus de DP, plus de CHSCT, plus de CE, mais ce fameux comité social et économique à la place. D'abord, très rapidement, on ne vient pas de nulle part. Il y a eu les lois Rebsamen, il y a eu la DUP à 300, la DUP à 200, l'intégration du CHSCT, 50 000 rapports, et aujourd'hui, on est à peu près mûr pour pouvoir mettre ça en place. Il faut aussi bien comprendre que cette instance, qui sera donc unique, en réalité, c'est probablement une étape dans l'attente de ce qu'on va appeler plus tard le conseil d'entreprise, qui existe déjà. Et là, il ne faut pas s'y tromper, parce qu'en réalité, tout ça tend à avoir un peu une cogestion à l'allemande, où on aura ce conseil d'entreprise qui sera à la fois le CSE, mais qui sera aussi celui qui va négocier des conventions collectives, les dénoncer le cas échéant et les adapter. Bien. Alors, une fois qu'on a dit ça, donc dans les entreprises qui vont avoir déjà 11 salariés, le CSE reprend le pouvoir des DP. Dans celles qui ont plus de 50 salariés, le pouvoir du CE et des DP et du CHSCT. Bon, donc de ce point de vue-là, les grandes zones de compétences restent identiques. Néanmoins, on peut s'interroger, et le CHSCT d'une certaine manière, avant il avait une existence propre. Dans certaines industries, par exemple, le CHSCT, ce n'est pas nécessairement les mêmes personnes que le CE. Alors, dans les entreprises de plus de 300, on va avoir ce qu'on appelle une commission santé, sécurité, conditions de travail, qui d'une certaine manière, il faudra au moins 3 membres, elle va recevoir délégation des pouvoirs du CSE pour prendre à bras-le-corps ces problématiques-là. Et puis dans les entreprises de moins de 300, l'inspection du travail pourra l'imposer. Donc, certains ont pu dire, mais après tout, le CHSCT disparaît, alors que, paradoxe, le CHSCT était monté en puissance au cours des dernières années. Il était de plus en plus dans toutes les réorganisations, les restructurations. D'ailleurs, on continuait à devoir l'informel consulter sur des accords d'entreprise qui portaient sur sa compétence, alors qu'on n'avait plus à le faire pour le comité d'entreprise. Donc c'est vrai que c'est assez surprenant qu'il ait disparu. Mais encore une fois, en réalité, si on parlait de fusion-acquisition, qui acquiert qui? Est-ce que c'est le CE, le CHSCT? Moi, ce que je constate, c'est qu'on a donc cette commission qui va être dédiée, qui a la possibilité de proposer au CSE des expertises en la matière. Par accord collectif d'entreprise, on peut lui donner encore plus de pouvoir. Donc concrètement, on ne peut pas dire, par exemple, on doit avoir 12 réunions annuelles, il y en a 4 qui doivent être sur ces thèmes-là. Donc on ne peut pas dire que le CHSCT a disparu, loin s'en faut. Ce qui peut être intéressant aussi, c'est qu'avant, comme l'a dit Pierre-André Humbert, on avait un empilement des réunions. Il fallait aller faire le CE, le CHSCT, répondre aux questions du DP. Bon, on perdait un temps pas possible, des heures et des heures pour la direction. Là, au moins aujourd'hui, on va avoir une unicité d'interlocuteurs. C'est bien pour l'entreprise, parce qu'on va gagner du temps et de l'efficacité. Mais c'est bien aussi pour le dialogue social. Parce qu'avant, d'une certaine manière, et là, si je prenais la casquette du côté IRP, avant, on pouvait saucissonner l'information. On disait ce qu'on avait bien envie de dire au CE, pareil au CHSCT, avec un peu de chance, ce n'était pas les mêmes, etc. Bien. Même souvent, c'était les mêmes, mais pas toujours. Aujourd'hui, d'une certaine manière, on va avoir une instance unique. Cette instance unique, elle a donc accès à un niveau d'information global, et si j'ose dire, stratégique. Et donc, elle va avoir un levier de négociation. Vous n'allez pas pouvoir lui cacher des choses. Aussi, on peut se dire, par exemple, prenez les risques psychosociaux. Bon, c'était complètement déconnecté. Mais aujourd'hui, si vous mettez en place une réorganisation,
vous allez avoir tout de suite les questions qui vont se poser, qui avant peut-être auraient été posées par le CHSCT. Mais là, tout va devoir être pris à bras-le-corps d'un coup. Donc vous voyez une perspective, j'ai envie de dire, de fluidité dans la négociation. Alors certains peuvent aussi se dire, tiens, on avait des DP, on n'en a plus. Mais là, par accord collectif d'entreprise majoritaire, vous pouvez mettre en place ce qu'on appelle des délégués de proximité. Et là, c'est à la main libre de l'employeur. Il faudra faire attention, parce qu'il n'y a pas de mesure supplétive. Donc là, si on veut mettre en place ce genre d'accord, parce que vous considérez que dans vos entreprises, ça a du sens, il faudra faire attention à ce qu'on écrit. Dernier point sur cette présentation très générale, juste pour information, l'ordonnance sur le CSE, c'est la plus complète, la plus longue. On a déjà le décret qui vient de sortir, donc là pour le coup, il faudrait passer une journée à tout passer en revue. Mais dernier point, sur cette présentation, premier point, c'est la consultation, les délais de consultation. Alors les délais de consultation, comme avant, ça ne change pas, je peux avoir un accord collectif d'entreprise. Et là, je vous parle des consultations que je raccroche à notre thème qui est de la restructuration. Pas les consultations récurrentes. On a vu tout à l'heure avec Pierre-André Imbert qu'on peut avoir un agenda social. Là, je suis plutôt sur compression d'effectifs, PSE, accord d'intégration, de substitution, bref, quand vous voulez réorganiser, quels sont vos délais. Alors, donc sur du ponctuel, si j'ose dire. Non, premièrement, ça reste ce qui était avant, c'est-à-dire par accord majoritaire d'entreprise, je peux prévoir mes délais, mon nombre de réunions, etc. Ça ne change pas. Maintenant, à défaut de délégués syndicaux, vous voyez, prééminence des délégués syndicaux, à défaut de délégués syndicaux, je peux négocier ça avec la majorité des membres du CSE. Bon, et puis sinon le décret. Alors le décret, aujourd'hui, il nous dit 3 choses. Si c'est une consultation classique, 1 mois, bon, ça ne change pas. Si je dois une expertise, 2 mois, ça ne change pas. Mais il n'y a plus de CHSCT. Vous vous rappelez, avant, s'il y avait un CHSCT, 3 mois. Il n'y a plus de CHSCT. Donc, mais on a quand même un 3 mois. Le décret, qui va bientôt être publié, vous dit, à partir du moment où vous allez avoir une ou plusieurs expertises sur une consultation qui concernera comité central, comité d'établissement, alors on en revient à 3 mois. Ce qui veut dire que si par exemple vous n'avez pas d'expertise ou pas de CHSCT, à l'époque, même si vous n'aviez pas d'expertise et si le CHSCT était dans la boucle, vous en aviez pour 3 mois. Aujourd'hui, pas d'expertise, 1 mois. Vous voyez, on passe de 1 à 3 alors qu'on peut avoir finalement pas mal de problématiques. Dernier point, en fait c'était mon avant-dernier point. Dernier point, parce que ça c'est important, finalement c'est la montée en puissance des syndicats. Par accord d'entreprise, je peux mettre en place les modalités de fonctionnement de mon CSE. Et notamment via l'accord de mise en place. Dans cet accord de mise en place, on peut prévoir plein de choses. Il y a un point sur lequel je veux attirer votre attention, c'est la définition des établissements. Ça, c'est un vrai sujet. Si je mets en place avec un accord d'entreprise, j'ai une structure, on a des entreprises, vous allez avoir 136 établissements. Vous vous rendez compte, 136 établissements. C'est un exemple d'un dossier sur lequel on a travaillé. Énorme. Bon, par accord avec les syndicats majoritaires, ou si je n'ai pas de délégués syndicaux, la majorité des membres du CSE, je vais pouvoir définir mes établissements au sein de mon entreprise de manière totalement libre. Totalement libre. Je n'ai plus à me poser, à appliquer les critères des établissements pour les DP, pour les DS, pour le CE, pour le CHSCT. Ouf, tout ça c'est fini, totalement libre. À supposer que ça ne soit pas libre, je peux le mettre en place unilatéralement, mais là, qu'est-ce que je retiens comme critères? Est-ce que ce sont les critères des DP, les critères du CE? Alors là-dessus, le décret nous donne une chose qui pour moi est une bonne nouvelle, c'est plutôt le critère de l'établissement CE, c'est-à-dire l'autonomie de gestion du responsable d'établissement. Par exemple, je suis dans une entreprise, j'ai plein de délégués du personnel, et bien demain, je vais pouvoir dire, délégué du personnel, c'est supprimé. La collectivité de salariés, c'est plus mon problème. Je vais simplement appliquer unilatéralement ce qui avant relevait du comité d'entreprise. Et donc, je vais pouvoir mettre en place dans une entreprise peut-être 5 ou 6 établissements au lieu de 136. Ça, c'est majeur comme différence. Donc simplification, efficacité, un rôle plus stratégique et donc plus d'équilibre, Philippe, dans le dialogue social. Exactement, le dialogue social avant tout. Pas d'équilibre dans la voie, mais plus d'équilibre dans le dialogue social. Vous avez mentionné à plusieurs reprises les expertises. Ouais. On dit souvent qu'elles sont chères. Alors oui. Ça sert pas à grand-chose, ça fonctionne pas bien en tout cas. Est-ce que là, on a compris dans le message que vous avez passé, on va quand même dans le bon sens? Alors, pour les expertises, effectivement, on va dans le bon sens à plusieurs égards. D'abord parce que puisque je n'ai plus un CE, un CHSCT, etc., je vais avoir un organe. Cet organe, c'est lui qui va me déterminer si oui ou non il a envie d'une expertise.
Déjà, j'ai pu à me poser la question de le CHSCT, ce qui veut un expert, ça sera en une fois. Puisque ça sera en une fois, parlons des choses qui fâchent, le coût. Parfois, on se dit, mais tiens, nos amis qui font des expertises nous font, allez, je ne devrais pas le dire, mais je le dis quand même, des copier-coller, et ça coûte très cher. Bon, très bien. Maintenant, si plutôt que d'avoir 2-3 expertises, j'ai un CSE qui va me déterminer un expert pour tout le sujet de la réorganisation, on peut dire qu'il y aura peut-être des économies d'échelle, une espèce de mutualisation, et de ce fait, ça coûtera moins cher, premièrement. Deuxièmement, il y a cette règle selon laquelle le CE devrait prendre en charge au moins 20% du coût des expertises. Alors, ça semble battu en brèche. On va voir si ça va continuer, parce que maintenant on nous dit mais faut-il encore qu'il ait du budget disponible et qu'il n'ait pas fait des reports sur les 3 dernières années. Bon, mais enfin, le principe est que maintenant, comme c'était le cas pour les orientations stratégiques déjà, les 20% sont à la charge du CE. Donc vous voyez, une espèce de mutualisation, 2, ils seront obligés de participer au coût. Troisième bonne nouvelle, on avait quand même un sujet, c'est que le CHSCT n'avait pas de budget. Donc, ils pouvaient faire tout et n'importe quoi. De toute façon, on était obligé de payer. Et le pire, c'est que même lorsqu'ils faisaient n'importe quoi, on devait aller au TGI pour contester l'expertise. Et même quand on avait raison, c'est-à-dire qu'on nous disait oui, en effet, le CHSCT n'avait pas demandé d'expertise, donc l'expertise est annulée. N'empêche qu'il fallait payer les frais d'avocat du CHSCT. Bon, c'était quand même un scandale absolu. Alors aujourd'hui, au moins, le CHSCT n'a plus de budget, donc cette question ne se pose plus. Les délais, pour finir. Alors les délais, c'est pareil, le décret va fixer un nombre de délais spécifiques par thème. Maintenant, sur ce qui est ponctuel, là-dessus, l'expert doit rendre son rapport dans les 15 jours précédant la date à laquelle l'avis doit être rendu. Alors vous voyez, quand même, là c'est quand même compliqué pour eux parce qu'ils sont missionnés 3 jours pour vous demander et poser des questions. Vous avez 5 jours pour répondre, ça fait 8 déjà. Si on est sur 2 mois, 8 pour aller à 8 semaines, il ne leur reste plus qu'un peu plus près 5 semaines pour faire leur rapport. Bon, donc je pense que de ce point de vue-là, ils ne vont pas être contents. Mais ça, c'est bien, parce que ça va les pousser à aller vite et peut-être pas à surfacturer en allant droit à l'essentiel. Dernier point là-dessus, là c'est un petit peu complexe, j'ai envie de dire. C'est bien, mais ça me paraît un peu illogique. Bon, on peut contester maintenant, en la forme des référés devant le TGI, enfin depuis toujours d'ailleurs, à plusieurs étapes. C'est-à-dire au moment où l'expertise est décidée, on peut la contester dans son principe. On peut contester l'expert, on peut contester le contenu, le périmètre, le coût prévisionnel et le coût final. Donc il y a 5 ou 6 choses, ou même 7, qu'on peut contester. Et à chaque fois, c'est une procédure à part, et à chaque fois, j'ai 10 jours pour saisir le juge en la forme des référés. Alors, dans le premier projet, c'était 5 jours pour faire tout ça, maintenant c'est 10. Comment on fait ça en 10 jours? C'est-à-dire qu'il va falloir recevoir le doc, le regarder, en discuter avec les clients. Est-ce qu'on veut contester? Oui, pourquoi? Quelle raison? Ça prend un peu de temps. Après, il va falloir rédiger l'assignation. Une fois qu'on l'a rédigée, il va falloir entrer en contact avec le greffe du TGI. Là-dessus, il va falloir avoir une date. Parfois, on peut y aller que le mardi ou que le jeudi. Bref, il faudra avoir tout fait, ça, en 10 jours. Donc là, je pense que c'est un peu complexe. Et dernier point, l'ordonnance est muette sur la possibilité d'aménager le délai d'expertise, de remise du rapport sur les consultations ponctuelles. Alors, est-ce que c'est un oubli, auquel cas on pourra de toute manière l'aménager aussi, par exemple l'allonger si on a envie, ou bien est-ce que ce n'est pas un oubli, c'est fait exprès pour serrer vraiment le délai? Bien. Une autre dimension un peu tactique dans ce CSE, et là ça fait oui. On nous a dit de la régie, c'est le moment où il faut passer les slides. Alors, alors pas de panique, il n'y en a que 2. Donc là, ça concerne les mesures transitoires, où donc il y a un schéma de mise en place qui allait jusqu'au 31 décembre. Maintenant, il faut nous envoyer les slides. Ah, alors, donc, bon. C'est la frise. Il y en a 2. Voilà, il y en a 2 et on commence avec la frise de alors, bon, en attendant que la frise arrive, en fait, ces délais semblent complexes, compliqués, et voilà. Alors voilà, c'est celui-là. Donc, pardon. Là, on s'arrête là. Donc, question de mise en place du CSE. En réalité, je ne vais pas rentrer dans le détail parce qu'on n'a pas le temps, et puis ces slides-là vous seront donnés. Mais pour moi, on peut voir une opportunité là-dedans. L'opportunité, c'est que j'ai la possibilité de décider, si mon CSE arrive à terme, alors en 2017 ou en 2018, j'ai la possibilité de décaler les élections ou les rapprocher de 12 mois, par accord avec majoritaire, ou bien unilatéralement en consultant mon CE. Et ça me permet de prendre en cause plusieurs choses. D'abord, stratégiquement, est-ce que c'est le moment ou pas de faire des élections?
Peut-être pas. Il faut voir où on en est du sous-pesage syndical au sein de l'entreprise. C'est le moment ou c'est pas le moment? En tout cas, je peux faire ça. Deuxièmement, on peut aussi se dire, attention, mon CE, je suis en train de le consulter, ou je sais que je vais bientôt le consulter, mais bientôt je vais mettre en place le CSE. Mais le CSE, c'est un nouvel IRP, ce n'est pas la continuité du CE. J'ai donc peut-être intérêt à avoir fini ma consultation avant de mettre en place mes élections. Deuxième raison pour éventuellement décaler la date de mise en place de mon CSE. Et troisièmement, non, c'est bon. Non, là, voilà. Après, on a aussi dans l'ordonnance, qu'est-ce qui se passe en matière de fusion-acquisition, c'est-à-dire si j'ai un transfert d'entreprise. À ce moment-là, si j'arrive dans une entreprise où il n'y a pas d'IRP, je suis obligé de mettre en place des élections si j'ai des établissements. Voilà. Si j'arrive dans une entreprise où il y a un CSE et moi j'arrive, je dois mettre en place des élections au niveau de mon établissement. Puis il y a un point sur lequel l'ordonnance n'a pas été, c'est celle qui est acquise a déjà un CSE et celle qui acquiert n'en a pas, elle n'a qu'un CE. Et là, les choses sont très claires. On ne peut pas coexister un CE avec des DP, CHSCT, avec, j'ai envie de dire, le vieux code du travail, et de l'autre côté, un CSE avec les nouvelles dispositions. C'est complètement contre nature. Donc dans ce cas-là, je pense que soit c'est un oubli, soit il faut se dire que l'entreprise accueillante devra mettre en place le plus vite possible des élections. C'est la seule façon d'en voir les choses. Dernier point pour finir. Vous voyez, on se dit aussi, on peut en faire... j'ai envie de dire stratégiquement, une opportunité de cette contrainte. Vous avez une fusion, c'est un exemple parmi tant d'autres, hein, mais vous avez une fusion de 5 sociétés, par exemple en octobre 2018. Ce que vous voulez faire, c'est finalement vous arranger pour aligner vos élections comme par hasard, un mois après, ou 15 jours, ou 3 semaines après ma fusion. Comme ça, plusieurs avantages. Un, je n'ai pas à me poser la question de savoir est-ce que mes IRP, est-ce que mes établissements continuent d'être autonomes, est-ce qu'ils sont transférés? Pas de question, de toute façon, je vais faire mes élections très vite. Deuxièmement, on pourrait se poser la question, mais alors quand on va arriver dans la société d'accueil, si on veut pouvoir, c'est le cas aujourd'hui, adapter, aligner, il va falloir des accords unanimes, impossible. Enfin, rarement possible. Là, on peut anticiper, mettre en place des élections par avance pour les 3 ou 4 entreprises à la même date, et là, ça représentera 3 intérêts. 1, je ne me pose pas toutes ces questions. 2, je vais pouvoir avoir en place la mesure de ma représentativité dans mon nouveau périmètre. J'avais 6 fois 1000 salariés, maintenant j'ai 1 fois 6000. 3, je vais pouvoir négocier avec eux, peut-être qu'opérationnellement je vais tout changer, je vais pouvoir négocier des établissements via mon accord majoritaire. Et 5, ils seront donc représentatifs et donc ils seront légitimes pour négocier mes accords de substitution, mes accords d'intégration. Et donc vous voyez, je pense que de ça qui semble être une contrainte, on peut l'utiliser stratégiquement pour justement en récupérer un bénéfice et simplifier des opérations complexes. Et jouer sur ce phasage. Exactement. Alors merci beaucoup Philippe d'avoir posé les grands points saliants de cette réforme. Je vous propose maintenant que vos copanélistes entreprises nous donnent un peu la vision opérationnelle, comment eux ils voient ce CSE et quelles opportunités ils peuvent en tirer dans le cadre du fonctionnement. Alors Estelle Kitt, vous nous avez dit, moi chez Maison du Monde, j'ai un super dialogue social, un CE hyper constructif. Donc en fait, même précision étant faite quand même de ces bonnes relations que vous avez au sein de l'entreprise, comment est-ce que vous analysez ce que Philippe a dit dans un sens de plus de simplification, aussi de sécurisation? On le voit sur certains éléments que vous avez mentionnés. Est-ce que, in fine, c'est une bonne nouvelle? Alors oui, le CSE est une très bonne nouvelle pour nous en tant qu'entreprise. Ces ordonnances Macron viennent un petit peu parachever le besoin de sécurisation qu'ont les entreprises. Avec la création du CSE, on va avoir, alors moi je pense, la disparition complète et totale du CHSCT et des DP. D'un point de vue pratique, ce sont des questions qui ont pu nous poser problème. Par exemple, le CHSCT, comme ça a été dit à plusieurs reprises aujourd'hui, est une instance qui avait un pouvoir grandissant, un pouvoir presque bloquant, une instance qui est capable de tout et pas redevable de grand-chose financièrement. Aujourd'hui, avec l'arrivée du CSE, on ne va plus se poser la question de savoir si on doit ou pas consulter cette instance. Il est vrai que quand on est dans l'entreprise, quand on réorganise ou qu'on organise de manière même minime, se pose toujours la question de savoir est-ce que je consulte ce fameux CHSCT. Aujourd'hui, avec l'arrivée du CSE, cette question n'a plus lieu d'être. Elle disparaît complètement. Et ça, c'est vraiment un grand soulagement pour nous dans l'entreprise, même quand on a un dialogue constructif. Ça évite qu'on se fasse quelques nœuds au cerveau. Ensuite, le CSE est aussi
synonyme de la disparition des DP. Alors nous, chez Maisons du Monde, comme ça a pu être également le cas dans mon ancienne expérience au sein de Zara France, nous avions fait le choix d'avoir des délégués du personnel au niveau national. Ça avait été négocié avec nos partenaires sociaux, puisque nous considérions effectivement que ça représentait plus la réalité de notre activité au quotidien et de nos préoccupations quotidiennes. Nous avons été souvent titillés par les directs qui considèrent effectivement que le périmètre des DP, c'est effectivement le magasin, l'établissement. Et aujourd'hui, avec cette possibilité qu'on a de tout mettre en place dans le cadre de cette négociation, nous pourrons très librement, en plus de pouvoir envoyer notre protocole préélectoral largement signé par nos organisations syndicales, nous pourrons tout simplement dire nous faisons le choix de ne pas avoir de représentation à ce niveau. Et cela, c'est vraiment, en tout cas pour notre pratique au quotidien, ça va être vraiment quelque chose de particulièrement intéressant puisque nous n'aurons plus à nous justifier sur ces questions. Donc pour nous, une vraie lisibilité, une vraie simplification et un vrai avantage. Et sur l'impact économique, peut-être Sur l'impact économique, alors oui, effectivement, c'est peut-être une évidence de le rappeler, mais quand on est une entreprise, on a besoin de pouvoir mesurer son risque et de savoir aujourd'hui où on va. Et c'est vrai que tant dans le cadre des relations individuelles, avec le plafonnement des indemnités prud'homales dont on a parlé, que dans les relations collectives, on va effectivement aller vers cette sécurisation. Les impacts du CSE, on peut en dénombrer 3, je pense. Donc un impact effectivement procédural, puisque on vient de le dire, plus d'empilement, plus de consultations plus de double expertise qui vont effectivement pouvoir raccourcir les délais. Un impact économique, oui, puisque nous n'allons plus avoir que le CSE qui va pouvoir financer en partie, comme ça a été dit, ces expertises. Donc on va avoir sans doute une certaine responsabilisation de notre CSE qui va là assumer les décisions en partie qu'il prend. Donc on espère effectivement que ce sont des choses qui vont rester. Et puis enfin, on peut noter un impact sur la fluidité du dialogue social qui, me semble-t-il, effectivement, sera quelque chose qu'il va falloir étudier attentivement, puisque aujourd'hui, comme on peut le voir au quotidien, on subit quand même quelques luttes d'influence quand le CE, les DP, les CHSCT ne sont pas aux mains des mêmes syndicats. Aujourd'hui, avec le CSE, on va mettre un terme à ces questions et effectivement, oui, on va aller vers cette envie, ce besoin de sécurisation et de simplification qui était nécessaire à notre activité au quotidien dans l'entreprise. Mais avec un rapport de force qui sera unique, qui sera oui, avec un seul groupe d'interlocuteurs. Avec un seul groupe d'interlocuteurs, donc simplifié. Bien. Pierre-Yves Fréminet, est-ce que vous partagez, ou Philippe voulait peut-être dire un mot sur ce qu'Estelle a... En fait, sur la notion d'établissement, je vois que dans cette entreprise, finalement, ça ne changera pas grand-chose parce qu'il n'y avait déjà pas de DP. Ils étaient au niveau national. Mais c'est vrai que c'était un peu sportif. Là, aujourd'hui, possibilité de déterminer par accord d'entreprise des établissements à la main de... Alors, en même temps, il faut quand même, c'est toujours pareil, sur toutes ces questions-là, il faut quand même que les syndicats majoritaires signent. Et c'est bien ce qui a été dit par Pierre-André Imbert, c'est que c'est un pari qui est fait. Donc c'est le renforcement du dialogue social, mais sans volonté syndicale. Alors, sur la question d'établissement, là, on a de la chance, puisqu'on nous dit on peut le mettre en place unilatéralement, selon les critères anciennement du CE. Alors, Pierre-Yves, est-ce que vous partagez l'enthousiasme de vos panélistes? Est-ce que vous pensez que tout ça, le CSE, ça pave la voie à une plus grande implication dans l'entreprise, à une plus grande implication stratégique de cette IRP unifiée? Oui, on peut l'espérer. Pourquoi je dis ça ? C'est vrai que nous, en tant qu'entreprise management de transition, les contextes sont clairement différents. On est parachuté dans les entreprises où vous pouvez avoir 40 collaborateurs ou 1200, 1500, 3000, etc., avec des contextes évidemment complètement différents. Donc, si je prends 2 exemples à l'opposé, une entreprise pour laquelle je suis intervenu avec un mandat exécutif, donc de restructuration de cette entreprise-là, 1200 collaborateurs, cessation des paiements quasiment dans les 2 mois, donc nécessité d'aller rapidement, donc de solliciter aussi les partenaires sociaux dans un contexte qui est délicat, parce que dès lors où vous avez une fuite de cash, il faut pouvoir l'arrêter et il faut mobiliser tout le monde sans passer par l'ensemble des délais qui peuvent exister.
Toutefois, dans ce contexte-là, on a mis en place, bien sûr, on a serré la fuite de cash, on a réussi à retrouver des poches qui nous permettaient de continuer à faire fonctionner l'entreprise. Et donc, on est rentré rapidement dans un plan de restructuration. Et ce plan de restructuration a été plutôt vertueux, puisque c'était un PSE qui était créateur d'emplois. Donc, on a modifié complètement la structuration de l'entreprise. On a mis en place une direction, notamment en matière de développement, qui n'existait pas. Donc, on a créé des emplois de commerciaux sur cette activité qui n'existait pas. Et justement, les partenaires sociaux, donc on était avec DDP, j'avais 40 sites différents, donc DDP, j'avais un CE, un CCE, j'avais un CHSCT, et j'avais demandé justement préalablement à ça, à mettre en place une DUP par un accord majoritaire, qui m'a été refusé pour deux raisons principales. La première, c'est que les syndicats n'en voyaient pas l'intérêt parce qu'il y a avoir une baisse du nombre de leurs représentants, d'une part, et puis d'autre part, le nombre d'heures qui leur était alloué, forcément, était en réduction dans le cadre d'une délégation unique. Donc, on a lancé les débats dans le cadre d'une infoconsulte traditionnelle avec ce que vous connaissez, les délais que vous connaissez, les experts que vous connaissez, un pour le CHSCT, un pour le CCE, et on a mené ces consultations. Donc, la perte de temps, elle existe à tous les niveaux. Elle existe au niveau du CE et de l'expert, parce que non seulement vous avez vos réunions traditionnelles, je dirais, avec le CE dans le cadre de cette infoconsulte, mais vous avez des réunions avec l'expert, parce que l'expert, il a besoin de savoir vers où vous voulez aller, qu'est-ce que vous voulez faire, etc. Donc vous faites ça pour le CE, vous faites ça pour le CHSCT, et puis, in fine, de toute façon, vous n'avez pas forcément la même cohérence et la même harmonisation des discours avec un CE et un CHSCT. Chacun va le regarder avec son prisme. Donc, vous arrivez, et vous pouvez arriver in fine, à, je dirais, une discordance d'appréciation du projet qui est incontournable pour l'entreprise, mais des appréciations qui sont différentes par le CHSCT et par le CE, et donc des avis contradictoires. In fine, c'est ça. Donc, oui, le CSE va quand même harmoniser, simplifier considérablement la façon dont on va appréhender les projets. Alors, bien sûr, c'est un projet de restructuration, mais un projet de croissance, c'est exactement la même chose. Donc, là aussi, ça va dépendre, je pense, de la maturité des partenaires sociaux que vous avez. Évidemment, suivant les obédiences des partenaires sociaux, vous en avez certains qui ont une posture dogmatique, et ceux-là, ils ne la changent pas, quel que soit le projet, et que ça soit un PSE vertueux ou que ça soit un PSE moins vertueux. Donc, je pense que le dirigeant a aussi un axe important à renforcer, ça va être dans le dialogue qu'il va devoir avoir avec ses partenaires sociaux et ses délégués syndicats. À chaud, plus sanglante, où on a besoin d'aller vite, on a besoin d'avoir une voix cohérente. Est-ce que là, vous pensez que... Alors justement, là, c'est encore plus, mais ça existe déjà, c'est pas une nouveauté de la loi Macron, enfin des ordonnances Macron, c'est la possibilité, si j'ai un accord majoritaire sur mon livre 1, je n'ai pas besoin de consulter mon CE. C'est-à-dire, dans un premier temps, je vais consulter mon CE sur le livre 2, sur l'opération en tant que telle. Mais en revanche, si j'ai réussi à négocier avec les syndicats mon livre 1, en tout ou partie, dans ce cas-là, j'ai un gain de temps extraordinaire, puisque je n'ai même pas besoin de le consulter. Alors pour ce faire, d'ailleurs, le CE et demain le CSE a la possibilité de désigner un expert comptable comme expert pour assister les organisations syndicales représentatives dans la négociation. Donc on peut aller encore plus vite dans ce cas-là. Et puis après, peut-être aussi, mais c'est ce qu'on disait au début, le jour où on aura un conseil d'entreprise qui, lui, pourra tout négocier, alors là, pour le coup, ça pourra éventuellement être encore plus rapide. Quoique, sur ce sujet, moi, j'ai un petit doute quand même, parce que le conseil d'entreprise, on doit le mettre en place par accord collectif d'entreprise, donc avec des syndicats. Et en fait, d'une certaine manière, puisqu'on dit que le conseil d'entreprise va récupérer le pouvoir des délégués syndicaux qui n'en auraient donc plus, j'ai du mal à penser que quelqu'un va mettre sa tête sur le bio en disant « je signe et je n'ai plus aucun pouvoir ».
Ou alors, ça pourrait vouloir dire que comme dans cet accord qui est libre, on peut désigner les membres de ce conseil d'entreprise. Peut-être qu'alors, les délégués syndicaux diraient « Ok, les membres du conseil d'entreprise vont être les membres du CSE plus les délégués syndicaux ». Et peut-être qu'à ce moment-là, ça verra le jour. Et donc, on ira vers plus de fluidité, y compris à chaud sur des restructurations importantes. Et le sujet des postures un peu dogmatiques que vous avez évoquées, Estelle, Philippe, ça fait aussi partie du jeu, si je puis dire. Qu'est-ce que vous espérez que le CSE puisse changer? Est-ce que ça va permettre peut-être d'aligner un peu plus les intérêts ou de changer un peu ces postures? Alors, je pense que le CSE pourra beaucoup de choses, mais je ne pense pas que le CSE puisse changer les postures dogmatiques. Organiser un peu plus l'alignement. Oui, peut-être organiser un peu plus l'alignement et puis peut-être plus aussi obliger nos élus à se concerter, à se mettre d'accord, puisque nous n'aurons plus qu'une seule instance, donc plus qu'une seule voix. On ne pourra plus avoir un CE et un CHSCT discordants. Donc là, peut-être, oui, c'est en ce sens-là que je disais peut-être un peu plus de fluidité et d'amélioration de la qualité du dialogue social, oui, peut-être. Oui. Moi, je pense que le CSE va permettre surtout de se concentrer à chaque fois sur le fond du problème ou des sujets, et donc va de fait limiter les risques à la fois de contentieux ou sur le formalisme, parce que généralement, pour faire ralentir une procédure, on va sur le formalisme, sur des PV qui ne sont pas rendus en temps et en heure, sur des choses... quand vous êtes dedans, je peux vous dire que ça casse le rythme, évidemment, d'une restructuration ou d'un projet de développement que vous pouvez mener. Donc ça, je pense que c'est un élément important. Encore une fois, ça ne va pas omettre la nécessité pour le dirigeant et le DRH d'avoir un dialogue soutenu avec ses partenaires, comme il l'a aujourd'hui, mais peut-être encore renforcé. D'accord ? Parce que je pense que le CSE aura certainement une vertu de professionnaliser les membres du CSE, d'une certaine mesure. Ce qui n'est pas forcément le cas aujourd'hui. Et je passe de côté, évidemment, ce qu'on a évoqué tout à l'heure, le nombre de mandats que peut tenir un seul membre dans les différentes instances, etc. Et les impacts de désorganisation que ça peut poser, évidemment, derrière, pour certains qui peuvent arriver à des 70-80% de mandats. Oui, aussi, pour répondre à votre question, le fait majoritaire en tant que tel... Bon, avant, on avait des organisations syndicales, certaines, dont je ne citerai pas le nom, qui signaient par principe pas, en se disant de toute manière, on ne signe pas, et puis on ne fera pas opposition, et on ne veut surtout pas être mêlé à ça. Bon, comme maintenant, pour un certain nombre d'accords d'ores et déjà, et à compter du 1er mai 2018, ça sera au moins 50%, là, ils sont quand même obligés, puisqu'il n'y a plus de droit d'opposition et qu'il faut 50% pour que ça rentre en vigueur, ils seront obligés de prendre leurs responsabilités et de dire si ça me convient, je signe, parce que si je ne signe pas, ça ne s'appliquera pas. Et si ça ne s'applique pas alors qu'éventuellement c'était favorable aux salariés, peut-être que je ne serai pas réélu la prochaine fois. Donc ce fait majoritaire en tant que tel, aussi, à mon avis, pousse à la prise de responsabilité des uns et des autres. Bien. Alors, on va prendre une ou deux questions dans la salle si vous voulez, et puis après, on conclura avec vous, Philippe, pour se poser toujours la question de ce fil rouge de l'attractivité. Est-ce que ce CSE sera perçu, en tout cas à l'extérieur, comme une chose positive? Est-ce que dans la salle, une question ou deux, je ne peux pas croire que vous n'ayez pas de questions ou de commentaires sur cette nouveauté, ou alors vous aurez vraiment besoin d'aller au workshop Yellow Piper sur tout le détail de l'organisation de cet organe. Bien, et bien cela veut dire que vous avez été complet et que vous poursuivrez les discussions ensuite sur des points plus techniques. Alors Philippe, ce CSE sera-t-il bien vu, si je puis dire, à l'extérieur? En tous les cas. Vous disiez, c'est peut-être aussi le premier pas vers une cogestion à l'allemande dont on parle depuis longtemps. Mais c'est vrai que la cogestion à l'allemande, ça donne aussi, ça veut dire des droits de veto sur un certain nombre de sujets, par exemple en termes de formation. Je ne suis pas sûr qu'on soit encore tout à fait mûr. Et d'ailleurs, j'entendais le ministre du Travail dire qu'elle irait inaugurer en fanfare les 2-3 premières signatures de conseils d'entreprise. Bon, ce qui veut dire qu'on n'en est probablement pas encore là. Alors le fil rouge de l'attractivité, oui. Il est évident que, vu de l'étranger, avoir simplement un organe qu'il va falloir informer et consulter, c'est mieux que d'en avoir 3-4. On sait aussi que le nombre de salariés protégés va être un peu réduit, même si le nombre d'heures de délégation, lui, reste globalement identique.
Donc, de toute manière, au vu de tout ce qu'on vient de dire, ça ne peut aller que dans le bon sens, et pour les entreprises, mais aussi pour un dialogue social au bon niveau, avec des leviers de négociation. Donc, est-ce que ça, c'est en tant que tel attractif? Probablement. Et si ça ne l'est pas, en tous les cas, ça lève des freins et ça empêche de dire, tiens, la France est un pays où on ne peut jamais rien faire. Ce qui est faux, évidemment. Et d'ailleurs, il suffit de comparer avec d'autres pays. Encore une fois, en France, vous faites une restructuration. Bon, vous avez des délais qui sont maintenant très circonscrits et vous pouvez avancer. Dans certains cas, par exemple en Allemagne, dans certains cas de restructuration, ils peuvent vous coller un veto et vous ne pouvez pas avancer. Bon, donc si vous voulez, c'est vrai que s'auto-flageller régulièrement en disant que la France est tellement moins bien qu'ailleurs, c'était faux et ça l'est donc encore moins. Eh bien, Encore plus. Eh bien, je vous propose que ce soit le mot de conclusion de cette table ronde. Merci beaucoup à vous. Et on va enchaîner sur la troisième. Merci bien.